Bonsoir à toutes et à tous, compatriotes de la République démocratique du Congo. Que vous soyez à Kinshasa, Goma, Bukavu, Lubumbashi ou dans la diaspora. Bienvenue dans cette édition spéciale d'Analyse Inside News RDC. Pendant 4 jours, la capitale éthiopienne est devenue le théâtre d'un sommet qui devait incarner l'unité africaine. Dans les salons climatisés du siège de l'Union africaine, les chefs d'État se sont congratulés, les communiqués officiels ont célébré des avancées historiques et les caméras ont immortalisé des poignées de main chaleureuses. Mais à 2800 km de là, à Goma, la réalité était tout autre. Des familles déplacées cherchaient encore de l'eau potable, pendant que le M23, avec l'appui présumé du Rwanda, installait une administration parallèle sur le sol congolais. Ce contraste n'est pas anecdotique. Il résume à lui seul le fossé béant entre les beaux discours d'Addis Abeba et le quotidien de millions de Congolais. Ce sommet a choisi comme thème officiel « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 ». Un thème noble. Mais pendant que nos dirigeants débattaient de gouvernance de l'eau dans des conférences climatisées, la RDC, qui détient 12% des réserves d'eau douce de la planète, voyait son intégrité territoriale violée sans réaction concrète de l'UA. Ce soir, nous allons décortiquer ce sommet sans concession. Nous allons exposer les contradictions, révéler les silences complices et traduire les décisions prises à Addis Abeba en impact réel pour le citoyen congolais. Car vous avez le droit de savoir ce qui se décide en votre nom et ce que ces décisions changeront ou ne changeront pas dans votre vie quotidienne. Commençons par ce qui nous concerne directement, nous Congolais. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors de son intervention que, je cite, « En République démocratique du Congo, les engagements doivent être honorés, en commençant par un cessez-le-feu immédiat et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. » Fin de citation. Des mots forts. Mais que valent ces mots quand, au moment même où ils étaient prononcés, le M23 consolidait son contrôle sur des territoires congolais et y établissait ce que João Lourenço, le président angolais sortant de l'UA, a qualifié de « administration parallèle ». Laissez-moi vous exposer les faits. Depuis janvier 2025, le M23 a lancé une offensive massive qui a abouti à la prise de Goma, capitale du Nord Kivu, avec une population de 2 millions d'habitants. En février, Bukavu, capitale du Sud Kivu, avec 1,3 million d'habitants, est tombée. Le 10 décembre 2025, le groupe a capturé Uvira. Et aujourd'hui, en février 2026, le M23 contrôle près d'un cinquième de la région du Kivu, soit 124 000 km², presque 5 fois la taille du Rwanda. Imaginez cela simplement. Ceci est plus ou moins la superficie de la Grèce ou de la Bulgarie. Ceci n'est pas négligeable. Les chiffres humanitaires sont accablants. Selon l'ONU, au moins 2900 personnes ont été tuées lors de la seule prise de Goma. Plus de 7,3 millions de Congolais sont déplacés internes. Les hôpitaux sont submergés. Les violences sexuelles, y compris contre les enfants, ont explosé. Et pendant ce temps, à Addis Abeba, l'UA a adopté une résolution réaffirmant le respect impératif de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Une résolution de plus, un communiqué de plus, sans aucun mécanisme d'application concret. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a pris la parole lors de la session du Conseil de paix et sécurité, a condamné la capture continue de territoires par le M23 AFC dans les provinces du Kivu et de l'Ituri. Il a ajouté que, je cite, « De telles actions doivent être corrigées de manière décisive. » Fin de citation. Mais que signifie de manière décisive quand l'Afrique du Sud elle-même a retiré une partie de ses troupes après avoir perdu 9 soldats dans les combats? Que signifie respect de l'intégrité territoriale quand les rapports d'experts de l'ONU documentent le soutien logistique et militaire fourni au M23 par des forces étrangères? Cette hypocrisie est systémique. L'UA a créé un mécanisme de supervision régionale confié à l'Afrique du Sud
pour trouver une solution durable à ce conflit prolongé. Mais aucun calendrier n'a été fixé. Aucune sanction n'a été imposée aux acteurs externes qui alimentent le conflit. Le sommet a parlé de l'importance du processus de Luanda et de l'accord de Washington signé en avril 2025. Mais ces accords sont devenus du papier sans valeur face aux violations continues du cessez-le-feu. Le silence le plus assourdissant concerne les minéraux. Le corridor entre Bunagana à la frontière ougandaise et Goma à la frontière rwandaise traverse une ceinture minière contenant les plus grands gisements de coltan au monde. Un minéral essentiel pour les smartphones, ordinateurs portables et avions que vous utilisez quotidiennement. Des entreprises comme Apple, Intel, Sony et Lockheed Martin ont été informées que les minéraux achetés au Rwanda provenaient probablement de la RDC, souvent extraits dans des conditions d'exploitation violentes. En avril 2024, le M23 et les forces rwandaises ont capturé Rubaya, l'un des plus grands gisements de coltan au monde, dans le territoire de Masisi. À Addis Abeba, personne n'a parlé de cela. Personne n'a proposé de sanctions économiques contre les chaînes d'approvisionnement illicites. Au contraire, le sommet a célébré la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, sans mentionner que le commerce illicite de nos ressources naturelles mine cette zone avant même qu'elle ne soit pleinement opérationnelle. Cette crise révèle une réalité plus profonde. L'architecture financière qui maintient l'Afrique dans la dépendance et nous empêche de protéger nos propres frontières. Le sommet de l'UA a pris note du rapport sur la participation de l'Afrique au G20, tenu à Johannesburg en novembre 2025. L'UA est devenu membre permanent du G20 en septembre 2025, une victoire symbolique présentée comme historique. Mais examinons ce que cette adhésion a réellement apporté sur le dossier le plus urgent, la dette africaine. Les chiffres sont brutaux. Selon la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, CEA, les pays africains ont dépensé environ 163 milliards de dollars en service de la dette en 2024. En 2025, ce chiffre a atteint 90 milliards de dollars rien que pour la dette extérieure. Pendant ce temps, l'Afrique dans son ensemble a besoin de 143 milliards de dollars par an en financement climatique pour atteindre ses objectifs de l'accord de Paris. En 2022, le continent n'a reçu qu'environ 44 milliards de dollars. Résultat, nous dépensons 2 fois plus à rembourser nos créanciers que ceux que nous recevons pour faire face au changement climatique que nous n'avons pas causé. Actuellement, 22 pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne sont en situation de surendettement ou à haut risque, selon la Banque mondiale. Plus de 40% des gouvernements africains dépensent plus sur le service de la dette que sur les soins de santé. Pour la RDC, notre dette extérieure s'élève à 34,6 milliards de dollars, soit plus de 30% de notre PIB. Et 40% de cette dette a été contractée pour financer des projets qui n'ont jamais bénéficié à la population. Les rapports de la Cour des comptes le confirment. Face à cette crise, le G20 a créé en 2020 le Common Framework for Debt Treatments, cadre commun pour le traitement de la dette. 5 ans plus tard, seulement 4 pays ont demandé un allègement de dette sous ce mécanisme. Pourquoi? Parce que le processus est lent, complexe et favorise le reprofilage de la dette plutôt que son annulation pure et simple. L'Éthiopie, qui a déposé sa demande en février 2021, attend toujours une résolution définitive 5 ans plus tard. Le traitement de la dette prévu représente environ 3,5 milliards de dollars, contribuant à un allègement total estimé à 4,9 milliards, une goutte d'eau comparée aux besoins réels du pays. Guterres a réclamé à Addis Abeba une réforme de l'architecture financière internationale pour garantir aux pays en développement une voix significative et une participation réelle dans les institutions financières et la prise de décision. Mais cette demande est faite depuis des décennies. À Johannesburg, en novembre 2025, le sommet du G20 sous présidence sud-africaine devait être l'occasion de transformer ces paroles en actes. Le communiqué final a reconnu qu'un niveau élevé de dette
est l'un des obstacles à la croissance inclusive dans de nombreuses économies en développement. Mais aucun engagement concret n'a été pris. Aucun mécanisme nouveau n'a été créé. Le G20 a simplement promis d'améliorer le Common Framework, le même mécanisme qui a échoué pendant 5 ans. La première ministre italienne Giorgia Meloni est venue à Addis Abeba présenter son plan Mattei pour l'Afrique, qui propose de transformer la dette des pays les plus fragiles en investissement. Sur le papier, c'est séduisant. Mais regardons de plus près. Le plan Mattei, présenté comme un partenariat entre égaux, concentre 78% de ses contrats sur des entreprises italiennes, selon les documents internes de la Banque africaine de développement. Les secteurs prioritaires sont l'énergie, contrôlée par Eni, et les infrastructures, dominées par des firmes italiennes comme Salini Impregilo. Ce n'est pas de la coopération. C'est une nouvelle forme de dépendance habillée de diplomatie souriante. Pour la RDC, le plan Mattei ne mentionne aucun projet concret. Notre dette envers l'Italie dépasse 1,2 milliard de dollars, contractée dans les années 1980-1990. Nous ne sommes même pas sur la liste des priorités de ce plan qui prétend servir l'Afrique. Pendant ce temps, le véritable levier de notre développement, nos ressources naturelles, continue d'être pillé sans que nous en tirions bénéfice. Cela nous amène au troisième grand mensonge de ce sommet, la prétendue transition énergétique équitable. Le thème officiel du sommet était l'eau et l'assainissement. Un choix stratégique, car l'eau est devenue en Afrique ce que le pétrole était au XXe siècle. Une ressource vitale qui structure les rapports de pouvoir. Guterres a rappelé que l'Afrique possède 60% du meilleur potentiel solaire mondial, mais ne reçoit que 2% des investissements mondiaux dans l'énergie propre. Il a exigé que les pays africains bénéficient en premier et pleinement de leurs minéraux critiques par des chaînes de valeur durables et équitables et de la fabrication. Il a conclu « Plus d'exploitation, plus de pillage. Les peuples d'Afrique doivent bénéficier des ressources d'Afrique. » Des mots puissants, mais confrontons-les à la réalité. La RDC possède le barrage d'Inga, capable de générer 40 000 MW, suffisamment pour alimenter tout le continent. Pourtant, moins de 10% de cette capacité est exploitée et 90% de la population congolaise n'a toujours pas accès à l'électricité. Les accords actuels avec la SNEL, Société nationale d'électricité, et les partenaires étrangers réservent 70% de la production projetée à l'exportation vers l'Afrique du Sud et d'autres pays, au détriment de nos besoins internes. Sur l'eau, le paradoxe est encore plus cruel. La RDC détient 12% des réserves d'eau douce mondiales, principalement dans le bassin du Congo. Nous avons le deuxième plus grand fleuve du monde par débit après l'Amazone. Et pourtant, moins de 10% de notre population a accès à l'eau potable. À Kinshasa, des millions de citoyens dépendent de vendeurs d'eau ambulants qui vendent à prix d'or une ressource qui devrait être gratuite. Pendant le sommet, personne n'a mentionné les négociations en cours pour créer une autorité du bassin du Congo, qui donnerait à des entreprises étrangères un rôle dans la gestion de nos ressources en eau. Des documents fuités du Programme des Nations Unies pour le développement révèlent que ce projet pourrait ouvrir la voie à l'exportation de nos ressources en eau vers des pays du Moyen-Orient en crise hydrique. Ce n'est pas une coopération, c'est une privatisation déguisée. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a vanté son initiative Green Legacy comme modèle de sécurité hydrique pour l'Afrique de l'Est. C'est un projet de reboisement impressionnant, plus de 32 milliards d'arbres plantés depuis 2019. Mais à Addis Abeba même, 30% de la population n'a toujours pas accès à l'eau potable. L'Éthiopie construit aussi le grand barrage de la Renaissance sur le Nil, un projet qui a créé des tensions majeures avec l'Égypte et le Soudan. Le sommet n'a pas abordé ces tensions, preuve que même en Afrique, l'eau est déjà un champ de bataille géopolitique. Guterres a demandé que les pays développés triplent le financement de l'adaptation climatique et mobilisent 1 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour les pays en développement, comme convenu à Bakou lors de la COP29. Mais qui contrôlera ces fonds?
Les accords récents signés entre la RDC et des fonds d'investissement européens sur les crédits carbone réservent 85% des bénéfices aux investisseurs étrangers. Nos forêts absorbent 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an et nous recevons moins de 0,5% des financements du Fonds vert pour le climat. Le mécanisme est toujours le même. Nous fournissons les ressources naturelles, ils empochent les profits. Cette exploitation systématique repose sur une architecture internationale que l'Afrique réclame de réformer depuis des décennies. Le sommet a réaffirmé la demande de siège permanent africain au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais sans volonté politique réelle des puissances en place, cette demande restera lettre morte. Examinons maintenant les réformes institutionnelles promises et pourquoi elles risquent de rester cosmétiques. Le sommet a adopté un rapport du président kényan William Ruto, désigné champion des réformes institutionnelles de l'UA. Ruto a pris le relais de Paul Kagame du Rwanda, qui dirigeait ce processus depuis 2016. Le rapport vise à rationaliser les structures de l'UA, contenir les coûts administratifs et renforcer la cohérence entre les réformes institutionnelles et l'efficacité opérationnelle. Traduisons. L'UA a un problème de financement chronique. Le mécanisme d'autofinancement adopté à Kigali, une taxe de 0,2% sur les importations, devait garantir l'autonomie institutionnelle. Mais sa mise en œuvre reste inégale entre les États membres, sapant la planification pluriannuelle. Les 55 pays membres ne paient pas tous leurs cotisations. Certains accumulent des arriérés pendant des années sans conséquences réelles. Résultat, l'UA dépend encore massivement de financements extérieurs, principalement de l'Union européenne, de la Chine et des États-Unis. Le communiqué final du sommet propose un tableau de bord de conformité au financement, liant les rôles de leadership ou les droits d'accueil à l'adhésion d'un État membre à ses obligations de paiement. C'est une mesure nécessaire, mais tardive. Depuis combien d'années l'UA laisse-t-elle certains pays ne pas payer sans sanction? Cette tolérance administrative affaiblit l'institution et permet aux bailleurs de fonds externes de dicter l'agenda. Sur la paix et la sécurité, le sommet a salué l'adoption de la résolution 2619 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui crée une voie vers un financement prévisible pour les opérations de soutien à la paix dirigées par l'UA par des contributions obligatoires. C'est présenté comme une victoire historique. Mais Guterres lui-même a exprimé son profond regret que le Conseil de sécurité n'ait pas réussi à obtenir un consensus sur le financement par contribution obligatoire de l'OSOM, mission de soutien et de stabilisation de l'UA en Somalie. Si une mission qui combat le terrorisme à la source ne mérite pas le soutien mondial, qu'est-ce qui le mérite? João Lourenço, dans son discours de clôture de mandat, a annoncé son intention d'organiser une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA à Luanda fin 2026, dédiée exclusivement aux voies et moyens de répondre aux menaces qui pèsent sur la paix, la sécurité et le développement du continent. Une initiative louable. Mais combien de sessions extraordinaires avons-nous déjà eues? Combien de communiqués ont été adoptés? Le problème n'est pas le manque de réunions, c'est le manque de mise en œuvre. Lourenço a aussi dénoncé le blanchiment des coups d'État. Il a déclaré « L'ordre constitutionnel ne peut être considéré comme rétabli simplement parce que les auteurs d'un coup d'État organisent des élections et se font élire. » C'est une forme de blanchiment d'un acte entaché d'illégitimité qui, malheureusement, commence à être perçu comme normal et donc acceptable. Des mots forts. Mais pendant son mandat, l'UA n'a pris aucune sanction économique réelle contre les régimes issus de coups d'État. Madagascar et la Guinée-Bissau ont été mentionnés comme nouveaux cas, mais aucune action concrète n'a été annoncée. La vérité, c'est que l'UA est divisée en blocs régionaux qui défendent leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt continental. Cette fragmentation explique pourquoi les décisions fortes sont impossibles. Sanctionner un régime illégitime impliquerait de sanctionner des alliés stratégiques. Cette paralysie institutionnelle est le terreau parfait pour l'hypocrisie diplomatique.
Et nulle part cette hypocrisie n'est plus visible que sur la question des changements inconstitutionnels et de la souveraineté nationale. Le sommet a officiellement reconnu la colonisation comme un crime contre l'humanité. L'Algérie a porté une déclaration adoptée par consensus. Le Ghana, sous l'impulsion du président John Mahama, déposera le mois prochain à l'ONU une résolution demandant que l'esclavage et la traite négrière soient reconnus comme les plus grands crimes contre l'humanité et que des réparations soient versées. C'est une avancée symbolique majeure. Mais traduisons cela en termes concrets pour le citoyen congolais. Que signifient ces réparations quand aujourd'hui encore, nos ressources naturelles sont pillées sous nos yeux? Le coltan extrait illégalement de nos territoires finit dans vos téléphones portables sans que nous touchions un centime de cette valeur ajoutée. L'or arraché de nos terres enrichit des trafiquants internationaux pendant que nos mineurs artisanaux risquent leur vie pour quelques dollars par jour. Le sommet a réaffirmé la centralité de l'agenda 2063 comme cadre stratégique de l'Afrique pour la croissance inclusive et le développement durable. Il a salué les progrès dans la mise en œuvre de la ZLECAf et appelé les États membres à accélérer la mise en œuvre pour stimuler le commerce intra-africain, l'industrialisation et la valeur ajoutée. Mais comment peut-on parler d'intégration économique quand des zones entières de la RDC sont sous occupation et que nos ressources sont exportées illégalement? Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre au sommet annonçant la mise en œuvre, dès le 1er mai 2026, d'une politique de zéro tarif pour toutes les nations africaines ayant des liens diplomatiques avec Pékin. C'est une réponse directe aux barrières protectionnistes occidentales. Guterres lui-même a appelé les pays développés à suivre cet exemple. Mais qui bénéficie réellement de ce commerce sans tarif? Si nous continuons à exporter des matières brutes vers la Chine et à importer des produits finis, nous ne faisons que perpétuer notre dépendance sous une autre forme. Le sommet a mentionné le corridor de Lobito comme projet stratégique pour connecter les marchés africains aux marchés mondiaux. C'est un projet ferroviaire soutenu par l'Angola, l'Italie, les États-Unis et l'Union européenne. Il traversera l'Angola, la Zambie et la RDC pour faciliter l'exportation de minéraux. Mais exporterons-nous de la valeur ajoutée ou resterons-nous les fournisseurs de matières brutes pour les industries vertes du Nord? La souveraineté dont parle l'UA ne peut être qu'économique, et elle ne sera économique que si nous maîtrisons nos chaînes de valeur. Tant que le cobalt congolais sera raffiné en Chine, tant que notre coltan sera transformé en Belgique, tant que notre cuivre sera traité en Zambie avant d'être vendu, nous resterons à la merci des décisions prises ailleurs. Le sommet n'a proposé aucun mécanisme concret pour briser ce cercle vicieux. Il est temps de faire le bilan de ce théâtre diplomatique. Le 39e sommet de l'Union africaine s'est achevé sur une note d'unité et de détermination, selon le communiqué officiel. Évariste Ndayishimiye du Burundi a pris la relève de João Lourenço à la tête de l'organisation pour l'année 2026. Le bilan de la présidence angolaise est teinté de volontarisme. Organisation de la 3e conférence sur le financement du développement des infrastructures en Afrique à Luanda en octobre 2025. Tenue du Forum de négociation États-Unis-Afrique en juin 2025. Lancement de la Sommet mondial pour l'investissement en Afrique prévu à Luanda fin 2026. Ces initiatives témoignent d'une Afrique qui cherche à se mobiliser, à planifier et à agir collectivement. Mais elles révèlent aussi une contradiction fondamentale. On ne peut pas construire l'Afrique que nous voulons sans d'abord silencer les armes et restaurer l'intégrité territoriale des États membres. Le développement ne se construit pas sur des fondations instables. Les silences de ce sommet sont aussi révélateurs que ces déclarations. On a peu parlé de la transparence des statistiques nationales, sans lesquelles la ZLECAf est un aveugle pilotant un avion. On n'a pas abordé les accords commerciaux déséquilibrés qui favorisent systématiquement les partenaires étrangers. On n'a pas dénoncé les entreprises multinationales qui continuent d'acheter des minéraux de conflit en toute impunité. Plus grave encore, le nexus entre climat, migration et dette
identifié par Guterres comme le nouveau triangle des Bermudes de nos économies, n'a fait l'objet d'aucune stratégie concrète. Un seul cyclone peut ramener une économie émergente au stade de pays le moins avancé en une nuit. Ce cercle vicieux, où la dette empêche l'adaptation climatique, provoquant des catastrophes qui forcent les migrations et vident nos nations de leur capital humain, doit être brisé. Mais comment si nous continuons à dépenser 2 fois plus sur le service de la dette que sur la préparation au choc climatique? L'UA a réitéré sa solidarité avec la Palestine, invitant le Premier ministre de l'autorité palestinienne à prendre la parole. Un geste hautement symbolique dans le contexte actuel de Gaza. Mais pour le citoyen congolais qui nous écoute depuis Goma ou Bukavu, ces symboles ne remplacent pas la sécurité à l'Est, l'eau potable dans les robinets ou l'électricité dans les foyers. Le sommet a adopté des décisions, des déclarations et des résolutions. Il a confirmé la nomination de Ndayishimiye comme nouveau président de l'UA. Il a lancé le thème de l'année 2026 sur l'eau. Mais la question qui brûle les lèvres de millions d'Africains reste sans réponse. Quand ces décisions se traduiront-elles en changements concrets dans nos vies? La transition vers une Afrique souveraine, intégrée et prospère est-elle réelle ou n'est-elle qu'un slogan de plus dans la longue liste des promesses non tenues? Compatriotes congolais, que vous soyez à Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Bukavu ou dans la diaspora, la question que chaque citoyen doit se poser est celle-ci. Ces promesses de transition énergétique, ces 1300 milliards réclamés à Bakou, ces plans de coopération italienne ou chinoise, cette zone de libre-échange continentale, changeront-ils le prix du foufou à Kinshasa? Apporteront-ils l'eau potable à Goma? Mettront-ils fin à l'occupation de l'Est de notre pays? La diplomatie est l'art du temps long, mais la survie n'attend pas. Pendant qu'à Addis Abeba on débattait de la gouvernance de l'eau, des familles congolaises déplacées par les combats mouraient de soif et de maladies hydriques. Pendant qu'on célébrait la ZLECAf, nos ressources minérales continuaient d'être exportées illégalement, enrichissant des trafiquants et des multinationales sans bénéfice pour notre peuple. L'Union africaine semble enfin vouloir sortir de sa léthargie en nommant les crimes du passé et en exigeant une place à la table des décisions mondiales. La reconnaissance de la colonisation comme crime contre l'humanité est une victoire symbolique importante. Elle ouvre la voie à des réparations que nous méritons. Mais n'oublions jamais que la souveraineté réelle ne se gagne pas dans les salons dorés d'Addis Abeba. Elle se conquiert chaque jour par notre vigilance, par notre refus de l'impunité sécuritaire, par l'exigence de transparence envers nos propres dirigeants. Les décisions prises à ce sommet vous impactent directement. Le financement de l'eau et de l'assainissement détermine si vos enfants auront accès à l'eau potable dans 10 ans. Les réformes de la dette déterminent si notre gouvernement pourra investir dans les écoles et les hôpitaux ou continuera à enrichir les créanciers internationaux. La position de l'UA sur l'intégrité territoriale de la RDC détermine si vous vivrez en paix ou continuerez à fuir les combats. Alors, je vous pose ces questions et je vous demande d'y réfléchir sérieusement. Combien de sommets encore devrons-nous attendre avant que les promesses ne deviennent réalité? Combien de résolutions sur l'intégrité territoriale de la RDC avant que le M23 se retire effectivement? Combien de déclarations sur la dette avant qu'elle soit réellement annulée et non simplement reprofilée? Combien de forums sur l'eau avant que chaque Congolais ait accès à l'eau potable? Mais surtout, que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour exiger que ces belles paroles se traduisent en actions tangibles? La réponse est simple. Informez-vous, restez vigilants, vérifiez les sources, posez des questions difficiles à vos représentants. Ne laissez personne vous endormir avec des discours creux. L'eau que vous buvez, la sécurité de vos enfants, la valeur de vos ressources, ce sont les seuls vrais juges de la réussite de ces sommets. Pas les communiqués officiels, pas les photos de famille des chefs d'État, pas les déclarations pompeuses, les faits sur le terrain, l'impact réel dans vos vies. Ne vous laissez pas anesthésier par le langage technique des émissaires internationaux. Refusez les déclarations sans effet concret. Exigez des résultats vérifiables, des calendriers précis et une transparence intégrale sur chaque accord signé en votre nom.
Diffusez cette information autour de vous. Ouvrez le débat dans vos familles, vos quartiers et vos communautés. Refusez la propagation du mensonge sans réaction. Votre vigilance collective impose la responsabilité et contraint les dirigeants à respecter leurs engagements. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, protège notre peuple et notre intégrité territoriale, et nous accorde la force nécessaire pour défendre notre souveraineté et préserver nos ressources. C'était Julia pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours. Restez vigilants, restez informés et surtout, gardez les yeux ouverts sur les mécanismes du pouvoir. À très bientôt pour une nouvelle analyse, sans concession, de l'actualité qui vous concerne.